parce qu'en fait, ce sujet-là de la pédocriminalité, je crois que ça va être, enfin, c'est le sujet qui sépare les raclures en fait d'un côté, des humains de l'autre en fait. Alors, je dis pas que tous les pédophiles sont des raclures, hein, mais ceux qui nous dirigent et qui nous emmènent droit dans le mur sont, j'en suis quasi certaine, tous des pédosatanistes. Ceux qui dirigent, ceux qui ont les manettes, ceux-là, j'en suis quasi certaine, d'une manière ou d'une autre, ils en arrivent à ça. Si on veut un jour permettre de lever le voile, parce qu'en fait, tout changement ne passera que par une sorte de révélation un petit peu des choses. Hein. Et pour révéler ce paquet-là qui est bien caché, il va falloir que chacun mette son petit nez là-dedans, tranquillement mais sûrement, et qu'il en parle autour de lui et qu'il mette le nez des copains là-dedans. Et c'est urgent et il est vraiment temps de le faire. Donc, c'est difficile, mais il faut le faire. Super content de t'avoir à l'antenne d'Ondée parce que bah, tu fais un travail extraordinaire et effectivement à côté de ça tu es plutôt discrète, enfin présente sur Facebook notamment, etc. Mais c'est vrai que entendre ta voix et voilà et ça va être je pense très intéressant pour plein de gens pour rentrer dans le concret, dans le sérieux. Le site c'est Dondevamos, Vamos, on vous le remettra, .canalblog.com. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent. À partir de 2011-2012, eh ben, on a vu apparaître sur ce blog des articles traitant de la pédocriminalité. Et puis en fait, courant de l'année 2012 jusqu'à quasiment aujourd'hui, bah, le blog il a plus traité que des réseaux pédocriminels quasiment. Sur mon parcours, en fait, je vais commencer un peu par le début. Je me suis retrouvée, bon, vers 24-25 ans, en fait, c'était mon premier boulot et il se trouve que ma patronne a commencé à me parler de réseaux pédocriminels avec du trafic d'enfants. Alors, bon, euh, j'avais l'impression d'arriver dans un autre monde hein, à l'époque. Bon, j'ai pris les infos comme je pouvais. Sur ce, je me suis retrouvée journaliste en Belgique et au fil du temps, je me suis retrouvée à rouvrir ce qu'on appelle un peu des cold cases en fait, c'est-à-dire une affaire de disparition qui avait Des pas. anciennes affaires non élucidées, quoi, entre Voilà, c'est guillemets. ça. En fait, c'était une disparition à la fin des années 90 d'une nana juste majeure en fait en Belgique. Ça avait jamais été élucidé, mais il se trouve que les proches faisaient plusieurs connexions avec l'affaire du trou, quoi. Donc je Ah, me c'est dis ce que j'allais attends, te demander justement, si c'était à cette période-là, justement. bah voilà, bah c'était bien après, hein, si tu veux. Là, on est vers 2000, je pense 2010 à peu près. Et euh, et Ah, donc mais en c'était fait, une disparition de cette époque-là, de l'époque non, du trou. la disparition a daté de la fin des années 90. Donc c'était vraiment un cold case. Il y avait rien qui avait bougé depuis. Et la version officielle, en gros, c'était bon, on n'en savait rien, quoi. Voilà. Et les proches en fait il y avait des contacts, si tu veux, avec des proches de Dutroux. Bon, et là je me dis bah tiens c'est bizarre parce que l'affaire Dutroux c'est un prédateur isolé. Bon, il y aurait pas eu que 6 disparitions, donc je commence à creuser cette affaire-là. Je me retrouve avec le dossier Dutroux. Et c'est comme ça qu'en fait je me suis collée sur la pédocriminalité plus en profondeur. Et j'ai ouvert mon blog en 2007. D'accord? Euh, 2007, c'était quand j'ai commencé à travailler comme journaliste en fait. Et c'était pour mettre un peu tout ce que je pouvais pas mettre en tant que journaliste dans un journal, quoi. Voilà. Donc je D'accord. me Au départ, donc t'as commencé la pédo, c'était un sujet qui t'a interpellé, sur lequel tu as voulu travailler. Et donc au départ, c'était un peu en sous-marin que tu as commencé à alimenter le blog pour dénoncer certaines choses, on va J'étais dire. très axée sur moi le problème en fait que j'avais identifié très tôt, c'était le pouvoir, comment dire ça, le pouvoir du grand capital, on va résumer ça comme ça, sur la politique européenne. Donc j'ai beaucoup travaillé sur le lobbying au niveau des institutions européennes. Euh, et leur mainmise en fait sur tout le système économique et monétaire. Bon, donc ça m'a amené à la question de la création monétaire, qui est un vrai problème.
Et donc, j'avais bien identifié que beaucoup de maux de notre société venaient du fait que, quoi qu'il advienne dans le choix des peuples, on se retrouvait toujours, et que soit, on peut prendre les choses en grand, mais que soit carrément l'URSS, les communistes ou les régimes, on va dire, ultralibéraux, tous sont financés par les mêmes, rapportent aux mêmes, c'est juste des expériences de société différentes. Voilà. Donc tout ça, je l'avais compris assez tôt. Sauf que par le circuit de l'argent, c'est impossible de le tracer, en fait, de tracer les responsables à cause des paradis fiscaux qui n'ont pas disparu du tout. Et donc il y a une espèce d'opacité, quoi. Et puis en travaillant sur cette affaire du trou, je me suis rendu compte que une partie de ces grands capitalistes, en tout cas belges, se retrouvaient cités dans le dossier du trou. Et puis en creusant sur deux, trois autres dossiers plutôt anciens, on retrouvait encore des gens bien placés qui protégeaient, etc. Alors, excuse-moi juste Dondé, quand tu dis tu as commencé, je te pose des questions en même temps qui me viennent, mais quand tu dis tu as commencé par le dossier du trou, tu as commencé donc par le dossier de 1235 pages d'enquête? Non, pire que ça, j'ai commencé par les 300 000, les 300 000 pages du dossier complet, enfin pas le dossier bis, mais le dossier A, D'accord, c'est-à-dire quasi, enfin toutes les auditions, les perquises, d'accord. les autopsies, Les voilà. photos d'autopsie de Julie et Mélissa. Notamment, ouais, D'accord. ouais. Mhm, d'accord. Donc, alors, en fait, enfin, j'ai pas lu tout le dossier, là, c'est clair, mais j'en ai lu, je pense, les deux tiers facile. Euh, bon, et en creusant ça, on s'aperçoit de Ouais. deux choses. D'abord, un, les médias donnent une version des faits qui correspond pas à ce qu'on voit dans le dossier, mais pas du tout. Et que deux, les témoins qui sont pas dans la version officielle se font mais laminer et par les médias et par la justice. Dans l'affaire du trou, bon, on en parle souvent, mais il y a quand même 30 témoins morts. Alors c'est des accidents de la route, c'est des suicides, etc. Des gens brûlés dans leur lit en pleine nuit, bon. Oui, voilà, ça, ça a été Un assez pied vulgaire, retrouvé hein. dans un lac, bon, c'est des choses assez. Ouais, en fait, tout ça, ça m'a mis la puce à l'oreille parce que, en fait, quand on lit le dossier du trou et quand on lit les témoins X notamment, ils sont à peu près une douzaine qui témoignent de ce qu'on appelle les parties de chasse avec des enfants qui courent qu'on laisse courir dans la nature avant les torturer, qui parlent de sacrifices des fois, pas tous. En fait, en tout cas, il y a des meurtres d'enfants systématiques, de mineurs, il y a des kidnappings de jeunes, d'adolescentes, il y a la présence de ministres. Il y a la famille royale qui est citée dans certains témoignages, pas tous. Il y a des aristos, patrons d'entreprise, etc., cités, certains plusieurs fois dans le dossier. Mhm. Voilà. Bon. Alors, est-ce que tu sais quelque chose? Parce que on entend souvent parler du château des Amérois en Belgique. Moi, je t'avoue que j'ai pas creusé trop cette piste-là, mais peut-être que toi, t'en sais un peu plus là-dessus. Il est ressorti dans l'affaire du trou, si je dis pas de bêtises, mais est-ce que tu aurais des infos ou quelque chose là-dessus? Sur le château, bah oui, il est cité dans le dossier du trou, mais comme beaucoup d'autres châteaux, en fait. Ouais, ouais. Voilà. Après, il appartenait à la famille de Mérode, qui est une des grosses familles belges, mais ils l'ont revendu déjà il y a quelques années, quoi. J'ai entendu beaucoup de choses sur le château des Amérois, beaucoup de choses à recouper, donc voilà. Ce que je constate en tout cas, Malheureusement, on c'est n'a pas que les moyens de la police ou de la justice, effectivement, pour faire ce type d'investigation. En plus, non, et puis, mais c'est à bon, l'étranger. il y a un faisceau d'éléments sur ce château-là qui est quand même, si on regarde rien qu'autour du château, les tueurs en série qui pouvaient circuler, notamment Fourniret qui vivait juste à côté. Mhm. Voilà, il se trouve que il y a des gardiens qui existent pour ce genre de château, qui sont des hommes de confiance, voilà. Bon. Mais c'est vrai que le coup des châteaux en Belgique ou à la frontière belge, où peuvent se passer des rituels meurtriers, c'est des choses qu'on entend assez souvent quand même. C'est pas Mhm. et encore dans des faits assez récents. Ouais, Donc ouais, même en France, on a oui, en plusieurs France noms aussi. d'endroits, hein, malheureusement.
On Donc sait voilà, donc que, voilà, c'est compliqué, ouais. je reprends un peu le fil du truc. Donc 2012, je publie mon premier article, je crois, 2011 sur l'affaire Dutroux sur le blog. D'accord? Et bon, et de là, des gens en France m'ont contacté euh, en me disant, bah tiens, ce serait sympa qu'on se voit parce que ça m'intéresse l'approche que j'avais mise dans l'affaire Dutroux. J'expliquais que c'était pas un prédateur isolé. Et c'est comme ça que bah, j'ai rencontré la famille du Var, hein, la famille de l'affaire Ami de Lisa. Ami de Lisa? Mhm. Voilà. Parmi d'autres dossiers, hein, parce que très vite, en fait, j'ai essayé de comprendre comment ça se passait, et très vite, il y a beaucoup de gens qui te contactent parce qu'ils se retrouvent dans des situations où leurs enfants sont eux aussi violés, alors pas forcément par des réseaux et pas forcément de manière aussi trash, mais parfois oui. Et c'est comme ça qu'en fait, on se retrouve à essayer de démêler des dossiers. Et c'est comme ça que je me suis mise à parler aussi d'affaires plus spécifiques qui touchent ou pas à des réseaux, mais qui toujours touchent à l'impunité par rapport à cette problématique-là, qui est pour moi, on va dire, euh, un fléau de société, hein, c'est la pédocriminalité. Et c'est vrai que le fait que les autorités fassent tout pour étouffer systématiquement, mais l'ensemble des dossiers qui soient graves ou pas graves, on va dire, entre guillemets, en termes de personnes impliquées, Oui, que ça soit de l'inceste ou des réseaux, de toute façon, on voilà, remarque, c'est ils le font. même schéma. C'est ça, voilà. Donc tout ça, ça énerve. Donc c'est comme ça que j'arrive à trouver le temps de passer autant de temps là-dessus, parce que c'est une colère en fait à la base. Enfin, au début, quand on comprend comment ça se passe, quand on est auprès de certaines familles. Enfin, moi, je me rappelle d'une période de 3 jours où j'ai eu envie de vomir chaque minute. Hein. Enfin, il y a un moment, enfin, c'est insupportable ce qu'on entend, et c'est insupportable de voir comment la société réagit par rapport à ça. Entre d'un côté les autorités complices qui font tout euh, pour enterrer ces dossiers-là, et une société qui veut pas voir le problème, on se dit mince, comment on va faire? Parce que bon, voilà. Et Donc donc toi, Dondé, donc ça fait 9 ans en fait que tu as vraiment depuis ton, on va dire une dizaine d'années, ça fait 10 ans, toi, depuis l'article sur Dutroux, en fait, c'est ça qui t'a fait mettre le pied à l'étrier et depuis ouais, 10 c'est ans, bah ça, tu ouais. dénonces quoi, c'est ça, hein? Ouais. Moi, j'ai un peu transformé ça en une espèce de colère froide. Pour réussir enfin, j'ai essayé de cibler là où il fallait cibler pour que y ait des barrières qui tombent les unes après les autres. Bon, je pense que enfin, pas toute seule, hein, avec beaucoup de monde, hein, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ont mis le nez dans ces sujets-là depuis le temps. Mais je crois qu'on a quand même évité certaines catastrophes. Comme la loi pédophile de Chiapa, bon, elle est passée en partie, mais on a évité le pire, quoi. Hein. Bon, le fait qu'on soit là aussi en tant que citoyen, etc., ça a aussi permis d'avoir un regard, et qui va continuer sur l'affaire Outreau, par exemple. On en reparlera sûrement, mais c'est un point clé quand même dans l'omerta française sur la parole des enfants. Hein. Ça date quand? C'est 2006-2007, hein, les procès. Euh, Les premiers, ouais. ouais, les premiers procès. Et on a eu un article du Monde il y a un an, je crois, il y a un an, qui disait qu'en 10 ans, le nombre de condamnations pour viol sur mineurs avait baissé de 40% en France, alors que dans le même temps, les plaintes avaient augmenté. Oui, oui. Et en fait, bon, aujourd'hui, il y a des Bensoussan, bah, on le voit plus celui-là, quoi, parce que dès Mhm. qu'il ouvre sa bouche, de toute façon, il y a des gens pour lui rappeler qu'il est complètement à côté de la plaque, etc. Cohn-Bendit aujourd'hui, enfin, même des gens qui sont pas spécialement concernés par la pédophilie, enfin par la pédocriminalité, sur Twitter, je le vois, dès qu'il ouvre la bouche, il s'en ramasse aussi. Et à un moment, on a l'impression quand même qu'au fil du temps, C'est c'est quand l'effet même en train de domino un petit basculer. peu. Ouais, Doucement, des ouais, dominos qui tombent doucement, mais qui tombent les uns après les autres. Effectivement, il y a eu c'est ça. Maznev, et puis maintenant il y a comment il Et s'appelle puis c'est plus les Pierrot. victimes qui ont les boules.
Enfin, elles ont Oui, les boules, mais moins. Enfin, moi, j'ai l'impression que les pédos ont plus les boules qu'avant et les victimes moins qu'avant, on va dire. l'affaire Kouchner, comment elle s'appelle, celle qui vient de sortir, là, Kouchner Amy avec le Kouchner, là, ouais. l'affaire du Hamel, voilà. Ils sont en train de tomber. Alors, on attend Cohn-Bendit, hein, qui va pas tarder sûrement à arriver. Peut-être Polanski. Après, derrière, Jack Lang. Le fil conducteur, ça a d'essayer de comprendre le bordel, en fait. C'est-à-dire qu'au tout début, je me suis retrouvée avec des témoignages de fous, hein, pour quelqu'un qui a une vie normale jusque-là, dans un milieu normal. T'entends parler de ça, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est la 12e dimension, quoi. Et donc, heureusement, il y a des gens sur mon chemin qui m'ont été présentés, qui ont pu me donner des clés de compréhension et qui m'ont qui m'ont permis de comprendre qu'en fait, c'était pas du tout un délire, mais que c'était une vraie réalité qui était cachée aux gens. Et donc voilà, j'ai essayé de comprendre comment fonctionnait ce délire-là, parce que euh, j'avais bien compris quand même que la pédocriminalité en réseau, c'est pas un but en soi, la pédocriminalité, c'est un moyen de corrompre. Et ça permet d'avoir la main sur des gens, mais pour un paquet de temps, quoi. Voilà. On a Ah entendu, bah ça les tient par les boules, hein, effectivement. voilà, Quand tu tiens quelqu'un comme ça, tu le tiens par les noix, comme on dit. voilà. On a entendu d'un homme politique français par des RG, je peux pas le citer ici, mais ce RG nous a dit si vous vous attaquez à lui, c'est vous qu'on va flinguer. Lui, il peut pas tomber parce que s'il tombe, il fera tomber plein de monde. Et en gros, le plein de monde n'avait pas du tout envie à ce que ce type-là saute. Et voilà. Bon. Donc c'est un peu comme ça que ça se passe. Donc comment est-ce qu'on peut désamorcer des merdes entre guillemets pareilles? Pour moi, il y en avait qu'une seule, c'était d'avoir l'opinion publique qui se réveille. Ça, c'est clair. On peut rien faire. Euh, Déjà, les juges à l'intérieur ne peuvent rien faire s'ils sont honnêtes. Les journalistes de l'intérieur ne peuvent rien faire non plus, un petit peu plus aujourd'hui qu'il y a encore 4-5 ans, mais quand même, c'est pas la fête, et ainsi de suite dans la police, et ainsi de suite dans la politique. Donc, c'est pas de l'intérieur qu'on change les systèmes. Le seul moyen, c'est d'avoir une opinion publique qui se réveille, qui bloque, qui fait un peu les chiens de garde de ces enfants-là, hein, et des enfants de demain et des victimes déjà existantes, et qui dit stop. Voilà. Donc, en fait, c'est comme ça que je me suis retrouvée à travailler sur le cas anglais, qui est quand même assez phénoménal, parce que alors là, des victimes qui ont parlé, qui ont dénoncé des ministres en partouze avec des mineurs, etc. Il y en a un paquet. Mais alors, ils ont réussi à étouffer le truc, mais alors énorme. C'est-à-dire que parmi toutes les victimes qui commençaient à dire beaucoup de choses, ils en ont sorti une dont ils ont complètement démoli le discours. Et à partir de là, ils ont jeté le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que cette victime-là et 2 ou 3 autres ont été condamnés. Et donc, tous ceux qui accusaient des ministres, en gros, c'est que des mythomanes. Et ils ont créé une commission d'enquête. Alors ça, c'est le meilleur truc pour étouffer. Qui a auditionné 2-3 policiers, qui a auditionné 2-3 juges et qui a conclu que bon, c'est vrai qu'ils n'avaient pas tellement creusé à l'époque sur les dossiers, mais bon, il n'y a pas eu de faute. Voilà. Bon, circuler, il n'y a rien à voir. Un Non, truc, mais comme alors qu'on c'est parle toujours de traité. ouais, de Mm. 40 ans de pédocriminalité, là. Enfin, bon, avec voilà. On a l'affaire Jimmy Savile, en fait, enfin, le mec, il est mort avant que l'affaire explose, mais en gros, on parle de quand même à peu près 1000 victimes officiellement, hein, dont plusieurs centaines qui sont déjà en procédure pour essayer d'être indemnisés. Un mec qui était quand même présentateur de la grosse émission de Popstar à l'époque, Mhm. qui passait à la BBC tout le temps, qui faisait de la charité en trouvant des financements pour des hôpitaux, et il avait les clés des hôpitaux, il allait violer les gamins là-dedans. Alors il y en a même qui parlent de rituels avec des robes et tout ça. Enfin bon, voilà. Le Des mec, orphelinats, ouais. mais pas que des Mhm. orphelinats, dans des hôpitaux aussi, ouais, ouais, mais Oui, les hôpitaux, je me souviens, ouais, 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 tu l'as écrit dans tes articles, ça, je ah l'avais lu. oui, il avait les clés d'un hôpital psychiatrique où il y avait le tueur en série du Yorkshire, enfin bon, bref, voilà. Mais en fait, c'est un tout petit monde, voilà. Et les gens commençaient à mettre le nez dedans, les victimes commençaient à parler de plus en plus, et ils ont mis tous les médias pour étouffer l'affaire. Et les 2 ou 3 médias qui avaient beaucoup donné la parole à des vraies victimes pour le coup, solides, etc. En gros, ils se retrouvent avec des procédures, ils ont dû fermer, quoi. Donc, et ça leur a pris en tout, entre les révélations de Jimmy Savile 2012, je crois, ou 2014,
Et l'étouffement complet de l'affaire il y a 2 ans, bah, ça leur a pris 4-5 ans. Donc, et c'est un peu ce qu'ils ont fait bah, pour l'affaire Dutroux hein, aussi, et ce qu'ils ont fait aussi pour l'affaire Outreau. Exactement. Hein. Mhm. Et l'affaire Outreau, j'en parlais encore récemment avec un ami bah, qui est Frédéric Lavacherie, qui a écrit un livre là-dessus. Il me redisait que lui, quand il travaillait sur l'affaire Dutroux, donc en Belgique en 96, il faisait les marches blanches, etc. Non, 98, il m'a dit, eh ben, il y a des mecs, des renseignements français qui sont venus se renseigner sur comment ils organisaient leur marche, leur comité, etc. Parce que eux aussi en France, et ils venaient d'Outreau, les mecs, et eux aussi en France avaient un dossier similaire. Donc, Mhm. c'est-à-dire que, en fait, ils cherchaient à regarder comment ça se passait en Belgique, parce qu'en 96, l'indignation des Belges était telle qu'il y a eu beaucoup plus que 100 000, enfin beaucoup plus, il y a eu 130 000 personnes dans les rues le même jour sur un pays de 11 millions d'habitants. Mhm. Euh, Énorme. bah, c'est pas mal. Et donc, l'État a failli basculer, hein, comme chez nous avec les Gilets jaunes, un Gilets peu, jaunes, ouais, ouais, j'allais te le c'était dire. un peu le même scénario. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Bah, pour calmer le truc, ils ont infiltré les comités blancs, qui étaient des comités de citoyens qui demandaient un truc tout con, hein, la vérité. Mais alors, la vérité dans un État vérolé par la pédocriminalité et les meurtres, etc., et la Et la trafic de coke, franc-maçonnerie, et et la la franc-maçonnerie et les franc-maçonnerie, business politico-financiers, les détournements d'argent sur le dos des Belges, etc., tout ça est lié. Et ben forcément, ça leur plaisait pas trop. Donc voilà. Et donc les Français ont bien regardé comment on a étouffé l'affaire Dutroux bien, et c'est ce qui s'est passé pour l'affaire Outreau en France. C'est-à-dire qu'on a 2 temps dans cette affaire. On a un premier temps. Au début, c'est l'indignation quand les médias en parlent au tout début, c'est-à-dire oulala, un réseau, il viole des enfants, quelle horreur. Voilà. Et puis alors après, on a un basculement. il y a un D'un coup, deuxième temps, il y a le deuxième effet qui se coule. ouais, le deuxième effet qui se coule, c'est juste avant les procès, où là, bah, en fait, là, c'est les enfants menteurs, c'est oulala, les victimes, bah, en fait, c'était les accusés. Rappelons juste quand même que dans l'affaire Outreau, on a donc 15 personnes de mémoire qui font tous des aveux circonstanciés, 17. qui se recoupent, 17, qui se recoupent tous en termes de timing, de lieu, etc. Donc c'est impossible que chacun ait inventé la même histoire, c'est juste pas possible. Et à la fin, ils se rétractent tous. Mais bon, voilà, la logique humaine fait quand même que quand tu as 17 personnes qui font des aveux circonstanciés sur des tas de lieux et d'endroits et de choses qui se sont passées, c'est juste pas possible que ça soit faux. Une petite Moi, il y a un question Juste qui ça. me fait vient, qui, une petite question qui me vient comme ça. Qu'est-ce que tu penses du juge Burgot, toi? Est-ce que tu penses qu'il a bien fait son boulot et qu'il s'est fait lyncher, on va dire, par la justice maçonnique ou sectaire ou par le réseau qui a été protégé par la médiatisation du deuxième procès Outreau? Ou est-ce que tu penses que c'est à cause de lui, comme plein de gens le disent, que l'enquête a été mal faite? non, je pense qu'il a fait ce qu'il a pu avec les moyens du bord pendant tout le temps de la procédure. Mais est-ce que dans l'ensemble, tu penses que lui a bien bossé et Bah, qu'il il a a bien fait, mené en les fait, confrontations, etc.? non, il était jeune, il aurait pu être beaucoup plus stratège. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il était tout seul sur le dossier pendant un moment, qui était quand même assez tentaculaire. Et alors, ce qu'on pourrait reprocher, mais ça c'est typique de la justice française, c'est qu'il a été à minima. C'est-à-dire que sur 80 enfants concernés potentiellement, ils ont été 20 et quelques renvoyés comme victimes potentielles au tribunal. Enfin, voilà. Donc, il voulait que le dossier tienne le coup et pour ça, bah, il a pris vraiment le minimum du minimum. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que le dossier a été saucissonné parce que il y a une partie des accusés qui se retrouvent dans le procès Outreau qu'on connaît, mais il y a eu le procès de 2 familles, non 3 familles, de 3 frères et 3 sœurs qui sortaient ensemble, où leurs enfants étaient aussi liés. Enfin, leurs enfants se retrouvaient chez les Badaouis, les Badaouis se retrouvaient avec eux, enfin tout le monde était copain, etc. Et il y a un ou deux autres petits réseaux comme ça qui ont été jugés à part, où Comme le réseau d'Angers, mais pas Angers la ville, la famille d'Angers comme un danger, voilà par par exemple? exemple, voilà, ouais, D'accord. voilà. Et donc il y a eu 2, 3 autres dossiers comme ça qui ont été découpés et jugés séparément, où les gens ont été condamnés, mais en fait c'était lié au même système, quoi. Ouais, c'était le même réseau en définitive qui, avec les Il y mêmes avait plusieurs clients et réseaux qui croisaient. les mêmes familles qui se croisaient, voilà. Et Il y par avait contre, à ces plusieurs procès-là, réseaux. il n'y avait pas de médias.
Il n'y avait pas, Ah Non, non. il n'y avait pas nos non, amis, c'était des procès sous le radar. Hmm. non. Mais j'ai écrit un article là-dessus qui s'appelle Quelques affaires connexes à l'affaire Outreau, où j'en cite deux ou trois comme ça. D'ailleurs, sur Outreau, je voudrais une anecdote qui pour moi résume hyper bien l'affaire. Vous étiez là, vous, au procès de De Rennes. Legrand. Ouais. Legrand, oui. Et le moment pour moi qui résume mais vraiment l'affaire, c'est au moment où ils étaient en train de, donc ils avaient lu la lettre de la déposition de Badawi en fait sur le meurtre de la petite fille, donc où elle décrit toute la scène dans l'ordre chronologique, elle décrit la petite fille, elle décrit qui fait quoi, voilà. Et De meurtre, tu parles? du meurtre, ouais. Et Voilà. donc après, il demande à Legrand, bah c'est marrant parce que vous étiez pas dans la même prison, puis vous avez dit exactement les mêmes détails et tout. C'est quand même bizarre. Et là, tu as le grand qui dit, je suis rentré dans la tête de Myriam Badawi. Et là, en fait, on était en train de plonger dans le monde des extraits lucides. Personne n'a tiqué au procès et c'est une explication qui a satisfait tout le monde. Et tu te rappelles du moment où il y a les experts à la fin là. Waouh, dans les experts, on a eu Van Gisegem quand même. Hmm. Donc Van Gisegem, c'est un, comment on a, je sais même pas ce que c'est, si pédopsychiatre, je crois qu'il est, et c'est le mec quand même qui a formalisé en France les auditions de mineurs victimes. Donc Exact. il arrive au procès, Van Gisegem, et donc on lui demande, voilà, pour qu'un enfant dise pas des mensonges, d'après vous, comment faut l'entendre? Et en gros, je rigole pas, on a pris les notes, moi je les ai mises quelque part. Il a dit en gros que déjà l'enfant, il doit y aller tout seul à la police sans parler à un adulte Je avant, m'en quel que souviens. soit son âge. Il faut que quand il arrive à la police, ce soit impressionnant. Donc il faut des policiers en uniforme, il faut pas de nounours, faut pas que le décor soit adapté, faut pas poser de questions. Donc le gamin traumatisé, il arrive droit chez les flics, il doit tout déballer, poum. Voilà. Et il y avait encore une ou deux autres conditions complètement Bah, débiles. et que personne de son entourage doit le questionner avant, ni sa mère, ni son père, ni sa Voilà. famille d'accueil, personne. Voilà. Et tu te dis, mais si un gamin de 5 ou même 15 ans, ou même un adulte, à la limite, dans ces conditions-là, s'il arrive à parler, c'est compliqué. Et le mec, il te dit ça très sérieusement en visio. Et t'as le procureur qui est là, oui, oui, ah, les faux souvenirs, ah, gna, gna. Et alors, t'as Yvonne Guisseghem qui a enchaîné avec, oui, oui, les faux souvenirs, etc. Et donc, c'est là qu'il nous sort comment faut auditionner un enfant pour qu'il n'y ait pas de faux souvenirs. Voilà. Et en fait, ils s'en sont bien tirés dans ce procès-là. Alors, l'affaire des faux souvenirs, Putain. faudrait y revenir si on a le temps un jour, mais Bah, c'est quand même, on peut en parler, on a bah, du temps. c'est un concept qui a été inventé par Ben Richard Susan, Hinderwager, qui est un pédophile américain, qui était d'accord. à la fondation des faux souvenirs, qui était complètement lié à la CIA. D'ailleurs, c'est pas étonnant vu que ça a permis d'étouffer toutes les affaires de réseaux pédocriminels et satanistes, puisqu'en fait, on disait que les enfants, bon, eux, ils étaient sûrs de dire la vérité, etc. Ils mentent pas, mais ils ont des faux souvenirs. Et comment mettre des faux souvenirs? Bah, par exemple, ils ont regardé un film porno, donc en fait, ce qu'ils racontent, ça vient du film porno. Puis Ou comme il a ils ont fait lu un Alice rêve. au pays des merveilles, bah voilà, ils confondent, machin, bon bah c'est tout. Donc, et en fait, si on les écoute bien, ces gens-là, il faut d'abord éliminer toutes les potentialités de mensonges ou de d'erreurs ou de faux souvenirs, etc. Et si on a tout éliminé, alors peut-être que l'enfant dit la vérité. Or, on sait par des études, notamment canadiennes, que sur déjà les moins de 4 ans, le taux de mensonge, il est de même pas 2%. Et c'est C'est vraiment, vrai. ouais, mais c'est même pas qu'ils mentent, c'est que c'est mal interprété. Enfin bon, voilà. Et que de toute façon, chez Non, les après, mineurs, même, allez, on va dire un menteur, ça peut arriver, tu sais, une personne folle qui va, est mal intentionnée, qui va, en bourrant le crâne à son gosse, lui dire tu vas ah aller oui, dire ça, ci oui, ou oui, tu oui, vas bah, aller c'est dire les ça. 10%, ouais. Néanmoins, tu as beau dire à un enfant tu vas aller dire ci, tu vas aller dire ça. Mais S'il il tombe tient pas sur le un, mensonge, le petit, hein. S'il tombe sur un professionnel formé à reconnaître les réminiscences, d'accord? Parce qu'un enfant, quand il parle de ça, il va avoir des réminiscences, il va devenir rouge, il va se dandiner, il va se recroqueviller, il va avoir des Mhm. sueurs, il va devenir blanc, il va devenir rouge, il va suer. Tu vois, il y a des choses qui ne trompent pas qu'un enfant non violé ne peut pas inventer. Voilà. Et ça, ça fait partie des choses qu'un professionnel formé arrive à reconnaître aussi. Bon, eh ben, en définitive, c'est très facile de le détecter, ce cas-là. Mais comme tu dis, c'est 1 à 2 sur 100.
Donc ça veut dire c'est une infime Sur les petits, ouais. minorité des cas. Et d'ailleurs, j'ai déjà dit, connais-tu toi ou même Pierrot ou même les gens qui nous regardent, connaissez-vous, vous, quand vous avez été minot, un enfant qui a accusé à tort pour se foutre de la gueule de quelqu'un ou pour lui faire du mal, une personne de l'avoir violé? Moi, j'en connais pas, hein. Non, mais ils ont Personnellement, je. complètement inversé le truc, c'est-à-dire Bien qu'on part sûr, du voilà. principe que les enfants mentent. Lui, quand on écoutait Van Giesegeem, c'était ça. Il part du principe que Que l'enfant tous ment. les enfants, ouais, ils mitonnent, c'est ça, Voilà. tous. Et quand on entend Bensoussan, Paul Bensoussan, qui est venu témoigner au procès d'Outreau, mais le deuxième, je crois, en 2006, pour dire que bah, les enfants mentaient, Je crois ouais, même lui c'est à, aussi. je crois même c'est à ce procès qu'il a dit, et la majorité de ces enfants qui mentent, c'est pour attirer l'attention vers eux. Tu Oui, parce vois, qu'ils sont traumatisés, a- etc. Oui, attirer oui. de l'attention d'un des Ouais. deux parents, donc ils inventent, oui. Non mais En tout cas, alors je peux dire un truc positif par contre, et ça c'est l'expérience que j'ai parce que les familles que j'ai pu aider il y a 10 ans au début me l'ont dit. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on commence à mettre le focus, c'est-à-dire que vous parlez vous sur votre site ou que moi je parle sur un site ou un blog d'une affaire, les abus s'arrêtent. C'est-à-dire qu'on récupère pas les enfants tout de suite, hein, mais les abus s'arrêtent. C'est-à-dire qu'ils savent très bien que là, voilà, ça rigole plus, qu'on est derrière et que Il bon, y a des gens vigilants. c'est vrai, S'il y a nous le voilà. aussi on moindre l'a truc nouveau, constaté que ouais. déjà Et le rapport de rien que force ça c'est change. une bonne chose. C'est Voilà, ça, rapport de force. la peur change de camp. Oui, moi je me rappelle d'un dossier où Voilà. on devait à chaque audience remettre toutes les pièces qui étaient, bah, toutes les certificats médicaux, enfin toutes les pièces à charge en fait, elles disparaissaient du dossier à chaque audience. Plus J'ai de interviewé en police. Belgique la Oui, c'est gendarme en vrai, c'est vrai. chef qui réglait les auditions de mineurs victimes de violences sexuelles. C'est elle qui disait et qui formait tous ses collègues en Belgique. Je lui ai dit non mais et c'était les auditions Van Giesegeem, donc questions très ouvertes, etc. Et je lui ai dit mais vous vous rendez compte que même avec ça, il se passe rien au tribunal. Et elle me dit oui parce que au final c'est la parole du pédophile contre celle de l'enfant. Et ça finit toujours comme ça. Parce que même quand on trouve des traces, les traces, on va dire ah bah oui, mais c'est autre chose. Il avait la diarrhée, il avait voilà. Donc on en est encore on est encore dans un Moyen Âge en termes de preuves, de recueil de la parole de l'enfant. On n'a même pas d'IRM des voix basses Ouais, des ouais. enfants. Ah non, mais on a des outils rouillés du Moyen Âge alors qu'ils Exactement. nous montrent NCIS à la télé. C'est pour ça que je fais le Et parallèle tout ça, souvent. ça participe à l'impunité. Et donc, il faut démonter chaque niveau. Donc, un des niveaux, c'est les examens médicaux. Un autre niveau, c'est le JAF. Un autre niveau, c'est les services sociaux. Hmm. Un autre niveau, voilà, ça va être le politique, les assos, etc. Voilà. Ah non, Bon, mais là, c'est Alors, tout l'appareillage de protection de l'enfance qui est dysfonctionnel et voire c'est malveillant ça. quand il n'est pas corrompu. Voilà. dans les médias, est-ce que tu as vu, toi, qui donc a une Alors, expérience de évolution, journaliste, ouais. l'évolution dans les médias, est-ce que c'est un lien peut-être avec Évolution les. positive dans les médias. Effectivement, ça a été l'omerta pendant longtemps. Les médias parlent difficilement des affaires de pédocriminalité, mais là, ils commencent à s'attaquer à des grandes figures, hein, du showbiz, du politique. C'est déjà un bon début. Il faut que je précise quand même que au niveau, en fait, les journalistes sont musés de toute façon sur ces affaires-là, comme sur toutes les affaires qui passent en justice, parce que avant qu'il y ait une instruction, on peut en parler, mais il faut recueillir les deux points de vue. Donc, on peut pas prendre parti en tant que journaliste pour l'un ou l'autre. Ça n'a pas été jugé. Pendant la procédure, il y a le secret de l'instruction. Donc les journalistes n'ont pas le droit de donner, enfin théoriquement, on n'a même pas le droit de parler des affaires. Hein, voilà. Après, il y a le procès. Donc entre le moment du début du procès et le moment du jugement, là, on a une fenêtre de tir. On peut relater les éléments du procès et d'autres éléments qui vont dans le sens de ce qui a pu être dit ou contrer ce qui a pu être dit, mais les débats sont à peu près libres. Et après le jugement, on n'a plus le droit de contester une décision de justice. Donc, c'est-à-dire que quand il y a eu un classement sans suite, pour un journaliste, ça va être très difficile après de dire ah bah oui, mais ça a été classé sans suite, mais il y a quand même des éléments sérieux. Ça Donc va tu pas veux du dire tout que le t'as même pas le droit d'interviewer la personne qui a perdu le procès pour qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Bah alors si tu le fais, tu es obligé d'aller interroger l'autre partie, de bien rappeler qu'elle a perdu, Hmm. etc. Je vais te donner un Hmm. exemple, c'est pas sur la pédocriminalité, mais bon, j'étais journaliste.
Il y a eu un procès pour un père de famille qui s'est retrouvé au chômage, qui a vendu du shit. Et il a pris une peine que j'ai trouvée hyper lourde, mais hyper lourde. Il a pris, je crois, 2-3 ans ferme, sachant que des pédophiles en Belgique, ils ont du sursis, hein. Donc, j'ai été voir Oh, le même père en de France, famille. tu En sais. France aussi, je te rassure, hein. Tapez Ouais, sursis sur bon, notre j'ai site, été les amis. voir le père de famille pour essayer de comprendre comment ça s'était passé le bordel, comment il s'est retrouvé à ça. Et bon, il m'a expliqué comment il s'était retrouvé à faire ce truc-là. Ça lui faisait pas plaisir, mais il avait que ça pour faire bouffer ses gamins. Bon, j'ai écrit un article qui est certes probablement un peu complaisant, mais bon, qui reconnaissait sa culpabilité, qui remettait pas en cause la décision de justice. J'ai eu un coup de fil plus un mail du procureur le lendemain, hein, le jour de la publication de l'article, hein, pour me dire non mais là ça ne va pas, vous remettez en cause une décision de justice, je veux un droit de réponse. Voilà. Donc imaginez sur des dossiers de pédocriminalité, le journaliste il fait ça une fois, pas deux quoi en gros, hein. Puis il faut concrètement expliquer aux gens parce nous on n'est pas journaliste, on ne sait pas comment ça marche une rédaction. Donc toi qui as été journaliste, effectivement déjà il y a plein de journalistes qui sont à la précarité, qui sont des pigistes, mais en plus explique-nous concrètement, toi en tant que Bah moi par journaliste par exemple, il y exemple, a eu tu veux l'affaire faire un article sur un réseau de ouf et concrètement qu'est-ce qui va se passer? Tu vas demander l'autorisation à qui va alors refuser, à quel d'abord je vais sujet, aller comment ça se demander. passe, tu vois? D'abord, j'explique à mon rédac chef, voilà, j'ai un gros dossier, j'ai assez d'éléments pour publier. Si le mec s'appelle Jean-Paul Dupont, ça passe tout de suite, nos problèmes. Si le mec s'appelle d'un nom de ministre, par exemple, alors là, attention. Là, ton rédac chef va te dire, ah oui, mais il faut que j'en parle au grand chef de la rédaction. Donc là, tu vas être convoqué avec tout ton dossier chez les grands chefs de la rédaction qui sont, enfin, en gros, les chefs du groupe, hein, qui vont évaluer le risque financier par rapport à l'impact et au gain que tu vas apporter avec ton article et qui vont te dire ah bah ce Voilà. qui m'est arrivé, ah bah non, on va pas le faire parce que là on va perdre des millions. Voilà, même si on sait que tu as raison en plus, puisqu'on a déjà un dossier sur ce mec-là. Alors, C'est ça, c'est ce qu'ils te texto. disent en façade, Voilà. sauf qu'en vrai, la décision, elle n'est pas prise sur des raisons d'argent, Non, je mais si, suppose. parce que, Si, en quand fait, même? non, non, Toi, tu si, penses si, ça? parce que je l'ai fait dans un autre pays, là, je l'ai fait en Belgique sur un dossier français. Je peux te dire que ils auraient bien aimé, mais sauf que ils m'ont dit, les pièces des dossiers, elles se perdent dans ces cas-là. On est sûr de perdre des millions. Ils m'ont dit, là, c'est sûr. Parce que, attention, on parlait d'un ministre, d'un ex-ministre français, hein. Ouais, Alors c'est la réponse qu'on a eue de Mediapart qui nous a répondu que les réseaux n'existent pas en France, donc non, ils même publieront rien. Mediapart, ils vous ont dit ça? Ah mais bien sûr, ah Ouais, oui, mais d'accord, c'est bien bon. sûr. Et le Non, Canard mais enchaîné, avec les alors ça date Plenel. d'il y a 7-8 ans, mais le Canard enchaîné nous a répondu qu'il pouvait pas parler des réseaux pédophiles de droite, sinon il devrait aussi parler de ceux de gauche. Voilà. Bah oui, et de Voilà. Ah l'extrême non, mais gauche et de l'extrême bah, c'est la droite et réponse Ça, qu'on nous a c'est non donnée. mais argumentaire. c'est quoi ça? Extraordinaire, extraordinaire. Voilà, Parce c'est qu'en tout. plus, ces gens-là, ils sont dans des réseaux de corruption qui touchent pas que à la pédocriminalité. Donc l'argent, en gros, il est sans fin. Ils peuvent, ils sont protégés par tout un système. Donc, ce qui fait que toi, tu t'attaques à ça. Le rapport de force actuel fait que devant certains réseaux et certains types puissants, même si tu as les dossiers les plus crades sur eux, tant que t'as pas la preuve matérielle, et encore, ils arriveraient sûrement à la contester, bah, ça sert à rien en fait. Ça sert à rien. Et en plus de ça, aujourd'hui, l'opinion publique est pas encore prête suffisamment à ce qu'un dossier comme ça sorte. C'est-à-dire qu'on leur dirait oui, mais c'est que des conneries, bah, ils croiraient que c'est que des conneries. Et donc, tu aurais risqué la vie de plein de gens, toutes les victimes, tous les témoins, pour un truc qui servait à rien, en fait. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pour ça qu'en fait, ça sert à rien d'aller dans des dossiers ultra tendus. Je veux dire, moi, j'en ai accumulé sans pouvoir beaucoup en prouver en justice, hein, mais j'ai accumulé assez d'éléments pour embêter certaines personnes bien. Mais je publie pas ça parce que le plus important aujourd'hui, c'est pas d'emmerder ces gens-là, c'est plutôt d'essayer de lâcher les taux sur les dossiers qui se passent là, les enfants là aujourd'hui qui sont dans la justice, quoi. Et donc, pour avoir une certaine marge de manœuvre dans ce que je dis, il faut que je puisse avoir une capacité quand même de nuisance envers certaines personnes aussi, quoi. Voilà. Et en gros, c'est comme ça que ça se négocie, hein. Voilà. C'est triste, hein. Mais de toute façon, moi, ce que je vais faire un jour, c'est de tout dire. Tous mes dossiers, je suis en train de les classer, de les mettre bien, pour qu'ils puissent être diffusés le moment venu. Franchement, moi, ils m'ont jamais fait Hmm, peur, hein. Il y a beaucoup de gens qui ont essayé de me faire peur, hein, même des gens hmm. proches qui étaient des bons indicateurs. Il y a des chemins où je suis pas allée, certes,
Mais non, enfin, moi, j'ai pas. Par contre, je connais la loi. Je sais à la limite de ce que je peux dire. Au-delà de l'écran d'ordinateur, est-ce que tu pourrais nous livrer quelques Alors, trucs Sans bah, je citer de vais, nom, mais des choses qui t'ont choqué ou quoi, interpellé. bah, Ouais. je vais déjà m'adresser un peu aux gens qui débarquent sur ces sujets et qui ont du mal à s'y retrouver. Je leur dirais déjà à ceux-là qu'il faut continuer. Euh, Parce qu'en fait, ce sujet-là de la pédocriminalité, je crois que ça va être, enfin, c'est le sujet qui sépare les raclures en fait d'un côté, des humains de l'autre en fait. Alors, je dis pas que tous les pédophiles sont des raclures, hein, mais ceux qui nous dirigent et qui nous emmènent droit dans le mur sont, j'en suis quasi certaine, tous des pédosatanistes. Ceux qui dirigent, ceux qui ont les manettes, ceux-là, j'en suis quasi certaine, d'une manière ou d'une autre, ils en arrivent à ça. Donc, si on veut un jour, et même j'espère rapidement, euh, permettre de lever le voile, parce qu'en fait, tout changement ne passera que par une sorte de révélation un petit peu des choses. Hein. Et pour révéler ce paquet-là qui est bien caché, il va falloir que chacun mette son petit nez là-dedans, tranquillement mais sûrement, et qu'il en parle autour de lui et qu'il mette le nez des copains là-dedans. Et c'est urgent et il est vraiment temps de le faire. Donc, c'est difficile, mais il faut le faire. Ils viennent quand même de nommer Guigou au Ah oui. Oui, conseil, ça oui. à la commission sur les violences sexuelles contre les mineurs. Il y a Brigitte Macron qui s'est positionnée comme chantre de la lutte contre les violences sexuelles sur les mineurs, pendant que ce gouvernement détruit le Conseil de la protection de l'enfance parce que la présidente leur plaisait pas. Donc bref, on est dans une hypocrisie absolue. Ce Alors, gouvernement est un rappelons. gouvernement pro-pédophile, c'est une évidence, mais pire que ce qu'on a eu jusque-là dans les 15 dernières années, je veux dire. Voilà, ils sont en train d'essayer de nous faire régresser. Il faut être très vigilant à ce qu'ils font en ce moment. Nous, en travaillant sur ces sujets-là, euh, bah, on apprend en général que oui, il y a un clivage, il y a une forme d'élite, hein, il y a une manière de penser, il y a une manière de se comporter dans une certaine catégorie de la population qui nous dirige. Et puis, il y a les valeurs qu'on a, nous, les humains, que nos parents nous ont appris, qu'on a appris à l'école, où bah, tu mens pas, tu voles pas, tu tues pas, tu triches pas, voilà. Euh, Tout ça, c'est des valeurs que, en fait, il faut considérer complètement inversées dans un autre monde. Dans le monde des gens qui nous dirigent, en fait, c'est des valeurs inversées. Ce qui me rend positif, c'est qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre le poteau rose. Il devient franchement évident avec tout ce qui est en train de se passer. Voilà. Donc j'ai bon espoir qu'on y arrive. Nous, on ne doit pas lâcher l'affaire sur la pédocriminalité. On a besoin des gens. On a besoin de votre temps. On a besoin du temps que vous allez passer à comprendre et à diffuser les messages autour parce il faut mettre le nez des gens dedans. Hein, sinon, puis à force, hein, pas violemment, mais à force, ils vont y venir, quoi. Voilà.